Dimanche 29 juin 2025, très heureux de vous retrouver pour le trésor de la chaîne citoyenne. Bienvenue à tous. Page politique de cette édition, une imposante délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre de l'Administration du Territoire, M. Liman Mamat, accompagné de ses homologues de la sécurité publique, le général Ali Ahmad Akabash et de la Défense nationale, le général Isaka Maloua Diamous, a foulé le sol d'Amtiman pour une mission sécuritaire et de passation de charges entre le délégué général du gouvernement sortant et le nouveau ce vendredi 27 juin 2025. Omana Fulbert pour le reportage. À leur arrivée sur le tarmac de l'aérodrome d'Amtiman, les membres de la délégation ministérielle ont été accueillis avec les honneurs républicains par le délégué général du gouvernement sortant, Dr Sakadim Succès, en présence des autorités administratives civiles, militaires, coutumières et d'une foule immense visiblement mobilisée. Après avoir salué les couleurs et passé en revue la troupe alliée pour la circonstance, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, et ses collègues se sont retirés pour un huis clos avec les responsables locaux afin d'évaluer la situation sécuritaire et administrative dans cette province meurtrie par un récent conflit ayant coûté la vie à un chef traditionnel. Le point d'orgue de cette visite fut la cérémonie solennelle de passation de services organisée sur la place d'indépendance d'Amtiman. Devant un parterre de personnalités civiles et militaires, le délégué sortant, Dr Sakadim Succès, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit des plus hautes autorités de l'État pour la confiance placée en lui durant son mandat, tout en remerciant la population de Salamar pour son accompagnement constant. Dans son allocution, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, a souligné la gravité des événements ayant secoué la province. Le gouvernement ne saurait rester indifférent face à la perte d'un chef traditionnel et aux tensions persistantes. La nomination d'un officier supérieur des forces armées à la tête de cette province est un choix assumé pour rétablir l'ordre, garantir la paix et renforcer l'autorité de l'État. Il a par ailleurs appelé à une mobilisation collective sans distinction aucune autour du nouveau délégué pour relever le défi de la sécurité. Et à chaque fois que vous aurez constaté des attitudes de défiance ou de défaillance, prenez les responsabilités qu'il faut. Et nous allons quand même suivre les orientations que vous nous aurez données pour pouvoir donc amener les uns et les autres à exercer pleinement leurs responsabilités. C'est à ce prix et à ce prix seulement que, en général, nous réussirons donc notre mission. C'est à ce prix seulement que nous aurions mérité la confiance du maréchal du Tchad. Et c'est à ce prix que je vous enjoins de pouvoir vous engager résolument pour permettre aux populations donc, du Salamat de pouvoir désormais vivre donc en paix. Le moment solennel fut marqué par la transmission du drapeau, symbole de l'autorité républicaine, des mains des délégués sortants à son successeur, le général Ismat Isaka Acheik, en présence de la délégation ministérielle. Prenant la parole, le nouveau délégué a salué la marque de confiance des plus hautes autorités et a promis d'accomplir avec rigueur et abnégation la mission régalienne qui lui est confiée. Dans un ton ferme, il a déclaré « C'en est fini avec des kermesses de désordre. Place désormais à l'ordre républicain et au vivre ensemble dans le Salama. » C'est sur cette note de satisfaction que la cérémonie de la passation a pris fin officiellement. Chapitre société à présent au Tchad, la circulation excessive des armes aggrave les conflits entre communautés. Ces armes faciles à obtenir rendent les affrontements plus violents, causant des morts, des déplacements de population et la destruction des biens. Cela accentue l'insécurité, surtout en milieu rural et où les tensions autour des ressources naturelles sont déjà très fortes et freinent le développement de ces zones. Le constat de Mbaye Nadi, Nicolas.
La prolifération des armes légères et de petits calibres au Tchad est un facteur aggravant des conflits intercommunautaires, notamment entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi entre différentes ethnies ou groupes tribaux. L'accès facile aux armes à feu transforme les différents intercommunautaires, souvent liés à des questions foncières ou des ressources. Les violences armées entraînent des déplacements massifs de population, créant des crises humanitaires et augmentant la vulnérabilité des communautés affectées. Les affrontements détruisent les habitations, les infrastructures agricoles et le bétail, compromettant les moyens de subsistance des populations. L'État, pour cette question, doit s'employer davantage, soit doit s'investir encore plus. Des fouilles, des désarmements se font, mais cela n'a pas empêché qu'on constate la prolifération des armes de guerre. La présence d'armes intensifie les rivalités entre communautés et entrave les efforts de résolution des conflits, rendant plus difficile le vivre ensemble. L'insécurité généralise, décourage les investissements, perturbe les activités économiques et limite l'accès aux services de base, freinant le développement des zones affectées. L'insécurité, la prolifération des armes de guerre est insoutenable. Et ça a des dégâts importants dans la population, et dans tous les niveaux, que les gens s'assument. Au niveau du gouvernement, des responsables administratifs, des responsables sécuritaires, les gens s'assument. On ne peut réussir les renseignements que lorsque la population coopère. Selon le juriste et analyste politique, les capacités limitées de l'État à contrôler les frontières et à faire respecter la loi contribuent à la prolifération des armes, notamment au Soudan et en Libye, favorisent la circulation des armes. Ces armes, vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes un pays qui est à côté des pays voisins qui sont dans les conflits. Le dialogue intercommunautaire et les initiatives de réconciliation sont essentielles pour apaiser les tensions et favoriser le vivre ensemble. Contrôler les frontières et de lutter contre le trafic d'armes, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes efficaces de gestion des ressources naturelles pour prévenir les conflits liés à leur raréfaction. La collaboration entre les civils et les militaires est indispensable pour barrer la route à cette situation. Mais le Tchad est entré dans un cycle où la confiance entre la population et les forces de défense et de sécurité est rompue. La prolifération des armes au Tchad exacerbe les conflits intercommunautaires et menace la stabilité du Tchad. Une réponse efficace doit être multisectorielle, alliant sécurité, développement, justice et réconciliation. L'implication de toutes les parties prenantes, États, communautés locales, sociétés civiles, les leaders religieux, partenaires internationaux est essentielle pour construire une paix durable. Au Tchad, une réalité sociale bien connue mais rarement dénoncée freine le fonctionnement des institutions publiques et privées. L'accès à des métiers stables et valorisés repose trop souvent sur des liens familiaux ou relationnels plutôt que sur le mérite et les compétences. Ce phénomène soulève une question majeure. S'agit-il d'un simple favoritisme ou d'un signe d'un repli identitaire plus profond? Romnel Mngar Madine nous fait le constat. Au Tchad, les carrières ne se construisent toujours pas au mérite, mais par le jeu subtil des relations, des liens communautaires ou des réseaux familiaux. À quoi assistons-nous donc? À un népotisme ordinaire ou à un repli identitaire masqué? Pourtant, c'est bien cette logique-là qui abîme notre société, ronge nos institutions et détruit la confiance des jeunes en l'avenir. Dans l'administration, dans les grandes entreprises, les ONG ou même certains corps des métiers techniques, hôpitaux, jusqu'aux petits métiers artisanaux, les mêmes logiques se répètent. Chacun aide les siens. Cette pratique est devenue presque acceptable, au point de faire passer pour naïf celui qui croit encore que le mérite peut ouvrir les portes. Pourtant, c'est bien cette logique-là qui abîme notre gouvernance. Il n'est pas rare d'entendre quotidiennement que tel est là parce qu'il est le fils de tel ou elle a été recommandée par un tel. Certains justifient cette commodité par la nécessité de protéger les leurs dans un environnement incertain. D'autres y voient en une forme de solidarité familiale ou communautaire. Mais à y scruter de trop près, ces réflexes de repli n'est-il pas aussi infernellement dangereux pour le vivre ensemble? Car, à force de favoriser les membres de son ethnie, de sa région ou de sa religion, on finit par exclure les autres. Et ce qui n'est qu'un réflexe de servir devient
devient un système d'injustice. Ce favoritisme structurel n'est pas sans conséquence. Il sape les bases même de la méritocratie. Il encourage la médiocrité, il aggrave les fractures sociales et, surtout, il fabrique du ressenti, de l'amertume, du désespoir. Que dire à ces jeunes diplômés brillants qui voient tous les postes accaparés par ceux qui ont des bras longs? Que penser de ces communautés entières marginalisées simplement parce qu'elles n'ont pas les bonnes connexions? Non, le Tchad ne pourra pas se construire durablement sur l'exclusion déguisée en solidarité. Le mérite ne doit pas être un luxe réservé à quelques-uns. Il doit redevenir la règle. Il est temps que l'État montre l'exemple, que les institutions recrutent de manière transparente, que les citoyens eux-mêmes refusent ce système de cooptation silencieuse. Faire reculer le népotisme et le repli identitaire n'est pas une utopie, c'est une urgence, car il ne s'agit pas seulement de justice sociale, il s'agit ici de l'avenir de notre cohésion nationale. Rompre avec cette dynamique nécessite un profond changement de mentalité et une réforme des pratiques. Cela passe par des concours transparents pour le recrutement dans la fonction publique et les grandes entreprises. Le Tchad est riche et donc cette richesse doit servir d'un facteur d'inclusion et un atout pour le vivre ensemble. Merci Romelu Ngarmadine pour cet élément. Continuons dans ce chapitre. Depuis quelques années, on observe un éveil progressif et notable de la jeunesse concernant la gestion des affaires publiques. Longtemps perçue comme une couche de la population peu impliquée ou passive, les jeunes Tchadiens montrent désormais un intérêt croissant pour la gouvernance et les décisions qui impactent leur quotidien et l'avenir de leur pays. Moléan Loné Evelyne, voici son commentaire. De plus en plus, les jeunes s'impliquent dans des associations de la société civile, des initiatives citoyennes et des plateformes de discussion pour débattre des questions des enjeux politiques, économiques et sociaux. Ils cherchent à mieux comprendre le mécanisme de la gouvernance et à identifier les leviers d'action pour un changement positif. L'on constate que ces jeunes, à travers les associations, discutent et projettent des plannings d'assainissement de leur quartier. Ils se mobilisent à travers des actions citoyennes telles que le curage des caniveaux, à arranger les routes pendant la saison des pluies. D'autres, par contre, s'engagent en politique pendant que certains cherchent à influencer le monde de la politique par des plaidoyers. Les jeunes Tchadiennes et Tchadiens sont désormais conscients des défis auxquels leur pays fait face, notamment le changement climatique, le chômage, la sécurité et la stabilité. La conscience de cette jeunesse a véritablement changé. S'interroger sur la capacité des structures devant déboucher sur des perspectives d'avenir est mise en branle. La jeunesse tchadienne est devenue de plus en plus très exigeante quant à la transparence dans la gestion des ressources publiques et la redevabilité des acteurs politiques. Elle réclame également une meilleure répartition des richesses, l'amélioration efficiente des services publics. Au-delà de la simple critique, de nombreux jeunes aspirent à une participation plus active au processus décisionnel. Cependant, cet éveil est également confronté à de nombreuses difficultés. Entre le manque d'opportunités, la répression des voix dissidentes qui peuvent éventuellement freiner cet élan. Malgré ces obstacles, la prise de conscience des jeunes Tchadiens par rapport à la gestion des affaires publiques constitue dorénavant une dynamique prometteuse en faveur de l'avenir du pays. Elle témoigne d'une aspiration profonde à une gouvernance plus juste, plus transparente et plus inclusive. Mesdames et messieurs, chapitre santé à présent. Dans les différents quartiers de la ville, hommes et femmes soignent leur apparence en se rendant dans les salons de coiffure pour une coupe ou une nouvelle coiffure. Toutefois, l'utilisation des outils de coiffe se fait parfois dans des conditions d'hygiène discutables, ce qui soulève des préoccupations sanitaires. Cette pratique a inspiré notre reporter Vunba Kiobe. Je vous invite à suivre ce reportage. Se faire couper les cheveux ou se tresser est une pratique quotidienne de chaque citoyenne et citoyen dans les différentes localités de la ville. Les outils de base utilisés dans la coupe de cheveux sont à savoir peigne, ciseaux,
tondeuses, des fers à lisser et à boucler, les pinceaux, les épingles, etc. Ils sont utilisés pour des tâches telles que l'application des teintures, la coupe de cheveux à la longueur souhaitée. Peut-on dire que l'utilisation de ces outils par les coiffeurs et coiffeuses sont-ils stérilisés pour un bon usage? C'est la question qui taraude l'esprit de certains clients et clientes auprès des détenteurs de ces salons de coiffure. Voici quelques impressions des clients. L'utilisation des produits dans les salons de coiffure, ils utilisent des alcools pour le nettoyage. Certaines n'utilisent pas des produits, donc des fois ça donne l'infection. Je suis vraiment satisfait des outils que ce coiffeur utilise pour nous coiffer. C'est des outils qu'il met d'abord, il y a des alcools qu'il applique d'abord sur les dents des sandwichs avant de nous coiffer. Quand les outils ne sont pas vraiment nettoyés, ça joue vraiment. Pour les détenteurs de ces salons de coiffure, ces outils utilisés pour la coiffure sont protégés avant l'application de ces matériels sur une autre personne. Oui, avant de coiffer quelqu'un, il faut d'abord désinfecter les machines, on dirait machines tendeuses ou porte-lames. Il faut d'abord désinfecter avec l'alcool. Soit il faut brûler, mettre le brick, passer du feu là pour désinfecter avant de coiffer un client. Avant d'utiliser nos matériels, nous essayons de les nettoyer avec un peu de l'alcool pour empêcher, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont des différentes sortes de bactéries sur la tête. Donc avant de les utiliser sur les clients, nous essayons de le pulvériser avec de l'alcool, juste fait avec un peu de coton. Les conditions que ces coiffeurs utilisent ces matériels ne peuvent être stérilisées à 100%, car les risques sanitaires que ces clients et ces détenteurs des salons encourent sont énormes. Pour éviter toute contamination dermatologique, il serait important de prendre les dispositifs et bien stériliser ces outils dans les salons de coiffure. La teigne est une infection fongique qui affecte la peau, les cheveux ou les ongles, bien que souvent méconnue du grand public. Cette maladie sévit pourtant dans plusieurs villes où elle continue de se propager silencieusement. Retrouvons encore une fois de plus Vunba Kyobe et Molian Evelyn. Les teignes sont fréquentes en Afrique, notamment dans les zones tropicales, et peuvent entraîner des problèmes psychologiques et sociaux chez les enfants de 6 à 11 ans. La teigne du corps, causée par des champignons appelés dermatophytes, qui se manifestent souvent par des plaques rouges, scameuses et des démangeaisons qui peuvent ressembler à des anneaux. Elle est une maladie contagieuse qui se transmet d'homme à homme par contact direct avec les cheveux, les poils et peut se propager par les conditions de vie en milieu urbain avec une forte densité de population. La mauvaise condition d'hygiène personnelle augmente le risque de cette maladie. Peut également surgir sur le corps humain et peuvent être transmises par contact direct avec les personnes non infectées. La teigne du corps peut avoir d'autres conséquences désagréables qui peuvent conduire à la perte de cheveux, laisser des cicatrices et déformer les ongles. La teigne est un problème de santé publique en Afrique, plus particulièrement chez les enfants. Si vous pensez avoir la teigne, il est important de consulter un médecin ou un dermatologue pour un diagnostic précis et un traitement approprié dès les premiers symptômes. Une bonne hygiène personnelle et un traitement rapide sont essentiels pour prévenir et gérer cette infection fongique. Il faut noter que la désinfection des objets comme les peignes, brosses et les vêtements sont cruciales. Chapitre environnement au bas de cette édition, la lutte contre la pollution atmosphérique au Tchad est un souci majeur du gouvernement tchadien. Ceci s'inscrit dans la ligne droite des projets novateurs qui consistent à maintenir la ville de N'Djamena dans un environnement sain selon les données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Certaines zones urbaines du Tchad, notamment N'Djamena, figurent parmi les villes les plus polluées d'Afrique en termes de particules fines. Roseline Djekourpoa nous en parle.
Le Tchad, pays sahélien enclavé, est confronté à une pollution atmosphérique croissante due à des facteurs naturels, à savoir les tempêtes de sable, sécheresse et les activités humaines. Selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, certaines zones urbaines du Tchad, notamment N'Djamena, figurent parmi les zones les plus polluées d'Afrique en termes de particules fines. Les sources de pollution les plus récurrentes au Tchad sont le brûlage des déchets à ciel ouvert. À cela s'ajoute l'utilisation massive des bois et charbons pour la cuisson qui constitue la pollution domestique dans certains coins et recoins de la ville de N'Djamena. Les véhicules anciens et mal entretenus, souvent importés d'occasion, sans contrôle technique, entravent des grandes pollutions de l'air et peut être une source de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, bronchite, les infections pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes âgées d'après les spécialistes de la santé. Il faut rappeler que la Constitution tchadienne reconnaît le droit à un environnement sain. Le plan national d'adaptation au changement climatique inclut la lutte contre la pollution de l'air, les campagnes ponctuelles de sensibilisation à la réduction du brûlage de déchets et l'initiative de promotion de fours améliorés pour réduire la consommation de bois sont des actions salutaires à prioriser. Renforcer la réglementation sur les émissions de véhicules et interdire les carburants de mauvaise qualité sont des mesures importantes. Soutenir les énergies renouvelables et l'accès au gaz domestique pour les ménages. Élaborer une stratégie nationale de lutte contre la pollution de l'air avec des cibles claires sont des éléments clés de la lutte. La pollution atmosphérique au Tchad est un problème silencieux mais grave, particulièrement dans les zones urbaines. La lutte contre ce fléau nécessite une volonté politique forte, un engagement intersectoriel, ainsi que les implications des citoyens et partenaires internationaux. Notons que l'enjeu est à la fois sanitaire, écologique et économique. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, retenons cette belle leçon de vie. Quand tu sens que tu vas tomber, avance quand même. C'est souvent au bord de l'épuisement que naissent les grandes victoires. Ne baissons pas les bras, même dans l'adversité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.